Alors, rebonjour à toutes et tous. Nous allons commencer cette intervention de Raphaël Pluvinage qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. Donc, cofondateur du studio Pinafo Pluvinage avec donc Marion Pinafo et qui va donc vous parler d'esthétique de l'interaction et puis à la fois de son parcours, de ses projets, de ses méthodes de travail. Voilà. Raphaël, la parole est à toi. Merci pour l'introduction et pour l'invitation. Je vois qu'il y a un trou au milieu. Donc je ne sais pas si je vais regarder l'équipe de gauche ou l'équipe de droite. Ou alors peut-être que ceux qui sont là, vous pouvez vous mettre ici. C'est pas grave, hein, mais sinon je vais avoir un torticolis comme ça. Oui, voilà, exactement. Ça faisait un peu tennis, quoi. Merci beaucoup. Oui, je vais parler 40 minutes à peu près, c'est ça? Et on garde des questions pour la fin. Alors on est donc... par contre, si vous n'y voyez rien... Ça arrive, voilà. Ah, voilà. Et il y aura du son à un moment, à plusieurs moments, même quasiment tout le temps. Donc on travaille avec Marion Pinafo, et on est tous les deux diplômés de l'ENSI Les Ateliers, avec une formation précédente en ingénierie pour moi, et Marion, elle a fait DMA Métal. Et voilà, et on est situé proche de Toulouse maintenant. On a fondé notre studio il y a 5 ans, avec vraiment cette idée de prendre l'interaction comme point de départ dans le processus de design. Donc la plupart de nos projets, c'est soit des installations, soit des jouets, mais c'est toujours en tout cas des choses à manipuler, à jouer ou avec lesquelles on interagit. Donc je suis désolé, je ne voulais pas montrer ce projet, montrer celui-là. Ça, c'est un projet que Marion en fait, a fait avant qu'on commence à travailler ensemble, qui est une bonne introduction à notre pratique, qui était une espèce sa commande, c'était un vernissage qu'elle devait organiser, un vernissage d'art contemporain. Et elle voulait un peu trouver d'autres manières d'interagir avec ce moment qui est le banquet, en fait. Qui est le moment où on va chercher des petits fours, qui est un moment assez crucial dans un vernissage. Et donc ça s'appelle pêche au canard. Donc c'est que le vernissage, la table est une piscine sur laquelle tous les petits fours flottent, et il y a des bateaux télécommandés pour venir chercher en fait les petits plats. On montre ce projet, il y a un peu d'électronique quand même, mais en fait vraiment le sujet c'est comment on crée des interactions assez intéressantes entre les gens, c'est-à-dire que les enfants se mettaient à jouer pour aller chercher les gâteaux des parents qui n'osaient pas commander le bateau, quoi. Je passe un peu vite ces images, mais après il y a tout un travail scénographique autour. Et ça, c'est le deuxième projet. C'est une commande du département du Studio 13-16 au Centre Pompidou. Et c'est un espèce c'est un bloc noir, en fait, qui est... la commande, c'était de faire une intervention dans les collèges et les lycées. Et donc ça, c'est un bloc noir qui est... déposé dans la cour d'un collège sans aucune explication. Aucune explication sur l'utilisation. Ça a duré d'une semaine, donc le lundi matin, les élèves arrivent, ils découvrent ça. Et en fait, ils découvrent qu'ils peuvent gratter dessus. Ça commence souvent un peu accidentellement. Et puis, en fait, ça devient un outil d'écriture, un endroit où on vient dessiner des choses, dessiner des messages. Et puis, ça devient un endroit où la fin du jeu, c'est de tout gratter pour découvrir le motif qui est en dessous. Et à la fin de la semaine, c'est repeint et déposé dans un autre collège. On aime bien ce projet parce que c'est vraiment la notion de notice. Dans l'interaction, il y a vraiment la question de l'explication. Est-ce qu'on explique un projet? Est-ce qu'on explique comment ça marche? Ou est-ce qu'on laisse l'intuition? Et alors même s'il n'y a pas d'électronique, même s'il n'y a pas de numérique, etc., la notion d'interaction, elle est assez primordiale. Comment le truc est assez évident. Enfin, faut que ça prenne un moment, quoi. On s'était posé la question de est-ce qu'il n'est pas juste gratté, d'ailleurs, c'est une technique souvent en interaction, c'est de guider un peu l'usage en le commençant. On a pu gratter un endroit pour inviter à gratter, quoi. Le prochain projet, c'est aussi... Alors je vous montre toute une catégorie de projets qui sont vraiment autour de cette interaction, c'est la première partie. Et là, c'est aussi un projet, toujours pas d'électronique. La commande, c'était Hermès pour un événement qui s'appelait Eureka. Eureka, vraiment, c'est le moment où on trouve une idée.
Et donc on voulait imaginer un carton d'invitation qui était, entre guillemets, qu'il fallait déchiffrer, quoi. On voulait pas concevoir une carte statique, on voulait quelque chose à manipuler. Et donc les gens recevaient ce carton complètement, voilà, comme ça, complètement illisible. Et il fallait le tirer pour venir découvrir où était l'adresse et à quelle heure était l'événement, quoi. C'était assez audacieux, hein, de leur part d'accepter d'envoyer un carton d'invitation qui explique pas très bien où est le lieu. Mais bon, il n'y avait pas trop de doute que ça allait marcher. Mais bon, ils ont quand même, par exemple, ils ont poussé typiquement la question de la notice, là, elle y est. Et ils ont poussé. Moi, on était contre parce qu'on pense qu'il n'y a pas de 36 000 solutions, quoi. On peut tirer dans un sens et puis ils voulaient quand même mettre la notice. Un peu dommage, mais bon, je pense que tout le monde avait compris, quoi. Et puis au dos du carton, il y a un autre jeu à découvrir qui est plus libre, quoi. Alors pour le même événement, on avait été commissionné pour une installation qui avait lieu à New York, qui introduisait 6 produits de leur nouvelle collection. Et plus que les produits eux-mêmes, ce qui nous fascinait, c'était les motifs, les patterns qu'il y avait dans leurs objets depuis plus d'un siècle, en fait. Ça, c'était les objets qu'on devait présenter. Et en fait, on aimait bien cette idée que dans cette marque, il y a des motifs qui sont vraiment, vraiment récurrents, quoi. Et qui sont repris dans chaque objet, quoi. Et on avait commencé à imaginer une installation donc plutôt autour des objets, autour de ces motifs et de ces formes, qui était qui était le lieu où ces objets auraient été inventés, où ces formes auraient été inventées. Et ça prenait la forme de chaque forme devenait une affiche un peu magique. Je ne sais plus s'il y a du son ici. Je laisse la vidéo, mais de toute façon, on va. Je passe vite parce qu'en fait, c'est pas mal de principes et de concepts qu'on verra par la suite. Et ça, c'est un autre projet où l'interaction, il n'y a pas que la manière avec laquelle on interagit, il y a aussi la réponse de l'objet dans ce dialogue. Et on avait fait un workshop à l'ECAL où le sujet est assez simple, en fait. C'était vraiment générer du mouvement, mais avec cette idée de générer le mouvement le plus riche et le plus généreux, le plus subtil, entre guillemets, avec un minimum d'effort, en fait. Le minimum de moyens. Et cette idée que simplement un moteur qui tourne, et ben déjà, selon la fréquence avec laquelle il tourne, ce qu'on accroche dessus, on peut générer un certain comportement, quoi. Et donc ça c'est une série je sais pas si vous voyez, une série d'affiches où à chaque fois il y a un ou deux moteurs, mais qui va selon ce qu'on monte dessus, selon un comportement, selon sa programmation va générer un comportement. Il y avait un vrai travail d'ingéniosité pour avoir ce rapport effort-effet le plus optimum possible, quoi. Donc dans le projet suivant, qui est un projet pas majeur, mais qui était un bon morceau de notre pratique, c'est un projet qui était fait d'ailleurs, qui était démarré quand on était encore étudiant à l'ANSSI. On explorait une nouvelle façon d'interagir avec l'électronique. C'était ça vraiment le point de départ, c'était notre sujet. Et il y avait cette idée que nos écrans tactiles, en fait, c'est un endroit où on interagit beaucoup avec le numérique, à l'ordinateur, mais en tout cas, on y passe beaucoup de temps, mais ça se résume souvent quand même avec un doigt. On trouvait que cette interaction, typiquement, était assez pauvre par rapport à tout ce qu'on a pu voir avant, des choses où on gratte, des choses qu'on jette, tout ça. Là, c'est vraiment un doigt, et même le retour, même rien que la texture, c'est froid, c'est lisse. Bon, c'est chaud si le téléphone chauffe, à la limite. C'est là où d'ailleurs, il commence un peu à avoir un truc intéressant. Mais sinon, c'est assez pauvre. Et on avait cette idée de chercher vraiment l'exact opposé, quoi. Alors là, il va nous falloir du son, par contre. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de...
sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur mon ordi. Le son. Je suis désolé pour cette... Je le mets sur mon ordi ou vous pouvez avoir le... C'est ça, mais on va être un peu plus fort. Et ben, c'est bon là ou pas? Ça résonne un peu, non? Là, il y a du son, mais il est très faible. Et là, c'est bon. Elles sont là, les enceintes. On retrait cette balle, ça va aller mieux. Ok, donc ça, par exemple, l'idée, c'est de faire un contrôleur sonore à base d'eau. Donc plus, je vous le remonte une 6e fois. Plus le cours d'eau était large, plus ça faisait un son aigu. Et on a cherché à ce moment-là une façon de mettre cette eau en forme avec de la gelée. Et si on met un tout petit peu plus fort le son, je me reculerai s'il y a un souci. Comme ça, c'est très bien. Et donc on a créé une interface pour contrôler le son avec un matériau à base de gelée, fait d'eau, et c'est parce qu'il y a de l'eau que c'est conducteur. Et c'est vraiment cette idée de d'étendre notre imagination par rapport à ce que c'est que l'interaction avec un téléphone. Ce projet il est assez représentatif de notre pratique, c'est-à-dire qu'on a eu un principe qui nous a intéressés et après il a pris plein de chemins différents. C'est devenu un objet qui est vraiment un jouet, qui est ce kit, mais c'est aussi devenu une installation, plus des workshops, etc. Je vais vous donner un rapide aperçu. Mais donc ça, c'est une installation qu'on a fait en Belgique. Et sur le dessin des formes, il y a vraiment cette idée qu'on a dessiné des formes assez géométriques pour que ces objets, en fait, ils s'animent qu'au moment où on les touche. On ne voulait pas d'un truc qui soit organique. On aimait bien cette confrontation avec... on ne voulait pas quelque chose d'animal à première vue, quoi. Et je pense que c'est on repense souvent que l'interaction, c'est que le moment en fait, où on va toucher quelque chose et le manipuler. Mais en fait, il y a toute la chaîne qui se passe avant et après, qui est qu'est-ce que je vois, est-ce que ce que je touche correspond à ce que je pensais que ça allait faire. Donc là, vraiment, il y avait cette idée de surprendre plutôt. Et ça faisait des choses qui étaient assez... ça faisait une espèce vraiment de contraste, avec un truc qui était doux, collant et humide, alors que ça avait l'air plutôt froid, quoi. Donc c'est ce que je vous disais, il y a une version qui est un kit. C'est aussi devenu des workshops pour enfants, où là, les enfants devaient carrément imaginer leur propre forme, qu'ils découpaient dans la gelée, et qu'ils assemblaient pour créer leur propre créature. Ensuite, ils enregistraient le son de leur créature. Ensuite, chaque créature produisait le son que... Et je vais vous montrer une version de ce que c'est devenu en installation, qui était c'était pour la Gaieté Lyrique, où là on avait vraiment poussé l'imaginaire de ces gelées vivantes, en imaginant complètement une logique d'espèce en fait. On s'était dit, prenons comme si la gelée c'était une espèce vivante, quoi. Et on avait un premier module qui était simplement là où on observait le troupeau de gelée. Il ne se passait rien. Le deuxième, c'était vraiment celui où il y avait l'analyse de l'espèce. C'était le laboratoire des chercheurs qui cherchaient à comprendre comment ils avaient comment classer les sons des formes et des gelées. Là, les enfants ont joué.
Et le dernier dispositif, c'est assez marrant parce que à la base c'était une contrainte, c'est que cette gelée elle sèche au bout d'un moment, au bout d'une journée, ou au bout d'une semaine, mais où elle est cassée, il faut les remplacer, et on savait pas très bien. Enfin, on voulait pas que ça parte directement de la poubelle, c'est quand même assez d'efforts pour les faire. Et donc on a imaginé le dernier dispositif qui était en quelque sorte le cimetière, qui était là où toutes les gelées cassées étaient disposées. Et on pouvait continuer à jouer, ça produisait un son en fait assez grave. C'est une grosse basse sous le module, et où ça produisait en fait un autre type d'interaction qui était ça défibrait les gelées en fait. C'est un truc qui était assez primitif comme interaction. Et ce qui m'amène à un sujet qui est un espèce de un point important dans ce projet, c'est qu'en fait on est face à une interface qui est fragile, c'est-à-dire qu'on doit le manipuler. Ça c'est aussi une composante qui est assez particulière. Normalement, la question de la solidité, on cherche plutôt la solidité. Là, on a assumé le côté de la fragilité, et du coup la destruction même de l'interface dans cette version-là faisait partie du mode d'interaction, quoi. Un peu comme si quand on cassait notre téléphone portable, je sais pas, il se mettait à crier, ouais, je me casse pas, quoi. Et enfin, ça c'est une dernière branche du projet qui est plus une vidéo. Une vidéo en collaboration avec un artiste audio et cinéaste aussi. Donc je peux parler un peu plus du mode d'interaction précisément d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas beaucoup fait. En fait, selon l'endroit là où on touche, selon on est plus éloigné de la base, selon la finesse de la forme, selon la texture, ça va avoir une valeur différente en fait de résistance, et donc en fait créer un son différent. Mais c'est là où en fait toutes les formes ont un dessin à la fois pour leur caractéristiques visuelles, mais typiquement ça, sur l'interaction que ça va générer et du coup le son que ça va générer. C'est-à-dire que vraiment, si on le fait sur une formule, ça va faire et s'il y a une texture, ça fait on est vraiment obligé de penser les deux en même temps. Ça dans tous nos projets, la partie interaction et ce que ça donne visuellement, c'est intrinsèquement lié, quoi. Avec Alexandre Imbert. J'ai pas beaucoup dit les noms, mais c'est aussi un projet qu'en fait on a initié avec une autre fille de l'ENSI qui s'appelait Marianne Kovar. Le projet suivant, qui est assez récent, date de l'été il y a un an, on a exploré une nouvelle façon d'animer physiquement une impression. Et donc on a cherché, développer différentes techniques en fait, pour imprimer de la poudre pyrotechnique, enfin, la poudre d'explosif, quoi. Si on voulait créer de l'animation, mais sans passer par le mouvement. On peut monter un tout petit peu le son. Est-ce qu'on pourrait monter un petit peu le son ? Oui, donc ces affiches, c'est vraiment des mini spectacles en papier.
Et là encore, la conception, par exemple, le graphisme, on le pense à la fois pour ce que ça donne graphiquement, mais aussi pour la séquence que ça va générer. On était très contraint en fait. En fait, on est toujours contraint par un procédé. Là, on était vraiment contraint par le fait que si on veut que la séquence elle soit rythmée toutes les 2 secondes, il faut que le rond il soit placé à telle distance toutes les 2 secondes, quoi. C'est vraiment à la fois du design graphique et d'une séquence chorégraphique, quoi. Pour tous ces projets que je vous ai montrés, l'interaction, là, elle est là purement pour le plaisir, pour l'émotion, pour le jeu, pour l'expérience que ça procure. Mais on a toute une partie de nos projets où en fait on essaie de mettre cette interaction-là au service de permettre aux joueurs, aux spectateurs de venir expérimenter des phénomènes scientifiques ou technologiques. Il y a cette idée que le monde qui est autour de nous, il se complexifie toujours. Il y a des capteurs, des codes, des algorithmes. Les téléphones portables, ils sont incompréhensibles. Et tous ces prochains projets-là, ils essayent vraiment pas forcément d'expliquer comment ça fonctionne, mais essayer de rendre le spectateur ou le joueur un peu plus curieux sur ces sujets-là. Lui montrer que y a des choses invisibles qui sont assez fascinantes à explorer, quoi. Donc un des projets qui s'appelle le Papier Machine, qui est un des grosses briques de notre boulot. Ça a vraiment débuté par une simple fascination personnelle d'explorer des secrets vraiment invisibles qu'il y a derrière les composants. Il y a cette idée de se dire, il y a quoi dans ce téléphone, comment ça marche, et puis même il y a quoi dans le composant du téléphone, quoi. Ça partait en fait d'ailleurs d'une lecture de ce livre qui s'appelle Tubes, d'Andrew Bloom, qui est un essayiste, je crois, en architecture à l'origine. Et il y a une petite anecdote, je ne sais pas si c'est vrai, mais je vous la raconte quand même. Je pense qu'en tout cas, lui, il dit que c'est vrai. Qui en fait, il écrivait, il est en train d'écrire, il faut imaginer un peu sa banlieue américaine, pelouse verte, maison un peu identique. Il écrivait son essai, et puis Internet est coupé, et on lui envoie un réparateur, quoi, qui à un moment lui montre, lui dit, mais regardez, Internet ne fonctionne pas parce que... Il lui montre un écureuil, en fait, qui est en train de passer, ou un rongeur, je ne sais plus quel rongeur, qui avait rongé la fibre optique. Et il raconte que c'est là où il y a ce déclic de se dire, mais en fait, Internet, il y a une partie vraiment physique, c'est pas virtuel, il y a un truc dur. Et donc il écrit tout ce bouquin en fait sur l'architecture d'Internet. Avec des choses moi qui m'ont marqué, il parle de la matière d'Internet et il dit 70% c'est du verre à cause de la fibre optique qui traverse les océans, qui est quand même une grande partie de la matière. Et ça peut être subjectif. Et une partie subjective, par exemple, il parle de l'odeur d'Internet, où pour lui c'est le cuivre chaud des serveurs, des data centers, quoi. Et je trouvais cette idée-là assez fascinante. Et de la même façon, du coup, on utilise des objets électroniques, mais c'est assez mystérieux ce qui se passe derrière. Et donc on s'est mis, donc ça c'est une carte électronique avec une route, ces immeubles, machin, ces maisons. Et voilà, nous on avait envie de savoir, mais moi je connaissais un peu l'électronique, je connaissais les puces, mais je savais pas qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Je me disais, mais il y a un moment où il y a un truc physique, l'électronique c'est physique quand même quelque part. Et donc on avait pris tous ces petits composants électroniques en essayant de les comprendre. Donc ça par exemple c'est la résistance. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cours de techno de 4e. Mais bon, c'est le composant plus basique du circuit qui va laisser passer plus ou moins le courant. Je fais un petit une partie technique, mais... Et en fait, ça laisse passer plus ou moins le courant parce qu'à l'intérieur, il y a un petit ruban en carbone qui va être plus ou moins long. Selon la code couleur, en fait, il y a un ruban qui va être, je résume, mais qui va être très fin et beaucoup enroulé. Et du coup, le courant, il va beaucoup plus difficile, passer difficilement, quoi. Donc en fait, c'est vraiment un truc assez physique. C'est une route qui est plus longue à parcourir, quoi. Donc là, on a pris d'autres formes. On a commencé à chercher d'autres formes de carbone, le fusain, le papier carbone ou le crayon graphite. Et on a essayé de recréer notre propre résistance, un peu avec les moyens du bord. Et on poursuit nos expériences. Donc là, il y a un petit repère, mais en essayant de reconstruire tous les composants électroniques existants dans un téléphone. Donc ça, c'était l'idée du capteur de bascule. Ça, c'est un capteur de lumière où en fait, il y a une réaction chimique
qui se fait avec du cadmium, qu'on trouve aussi dans la peinture jaune, qui s'appelle le jaune de cadmium, qu'on utilise depuis des centaines d'années. Donc là, on recrée un capteur de lumière sur du papier. Et puis, il y a des choses qu'on n'explore pas par l'expérimentation, mais que, en tout cas, on regarde beaucoup les images au microscope. On essaie vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'échelle de la matière. Donc ça, c'est un gyroscope d'un iPhone 4, je crois. Et encore zoomé dedans, ça donne ça. Et en fait, il y a un vrai graphisme qui existe, qui nous fascine, et puis qui est assez lié à qui est une technique en fait, où en fait la masse à l'intérieur, elle bouge et elle vient faire des contacts selon le sens dans lequel on pose le téléphone. Donc on essaie de les recomposer. Donc on se rend compte que voilà, derrière toutes ces boîtes noires, en fait, il y a vraiment un monde de matière, avec des couleurs, une certaine esthétique, et on trouve ça assez fascinant à les révéler. Et à ce moment-là, on se pose un peu la question du projet. On se dit, mais est-ce qu'on va faire un catalogue didactique de chacun de ces processus, ou est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer plutôt quelque chose des objets qui utiliseraient chacun de ces composants. Dans le même temps, on découvre, je vous résume 3 ans, 4 ans de projet en 5 minutes. En même temps, on découvre des manières d'imprimer l'électronique qui existent sur du plastique, et on découvre que ça marche sur du papier. Et on se dit que mais si l'électronique peut être imprimée sur papier, le papier devient aussi un mode d'interaction, c'est-à-dire on peut faire des objets qu'on va venir déchirer, plier, etc., quoi. Et donc on imagine de toutes ces expérimentations naissent le projet Papier Machine, qui sont des livres de jouets pour explorer les mécanismes cachés du monde de l'électronique. On retrouve un peu des expérimentations qu'on avait fait avant, mais sous d'autres formes. Ça, par exemple, c'est vraiment. Alors, chaque fois, ça c'est le capteur d'humidité. Le capteur d'humidité, c'est vraiment déjà une seconde échelle, c'est du papier qui va prendre l'eau, qui du coup va faire un cours. À chaque fois, ces jouets partent quand même, c'est le capteur devant, partent d'un capteur dans lequel on tire une interaction. L'inverseur de courbe. On crée un petit jouet, mais en fait, si on regarde vraiment, on comprend, ok, le courant est inversé. Et donc là, on voit bien que on fait pas vraiment, on n'a pas une approche pédagogique, c'est pas vraiment la cité des sciences dans le sens où on explique. Vraiment, l'idée, c'est plutôt de venir intriguer. C'est-à-dire qu'on parle plutôt à des gens, à tout le monde, des gens qui seraient pas intéressés, des gens et des enfants notamment, pas intéressés par l'électronique, mais plutôt de les rendre curieux. On ne leur apporte pas la réponse. Mais néanmoins, s'ils regardent sur tout le circuit, qui fait partie du graphisme, il est visible. Et on peut quand même remonter le circuit, on peut comprendre, et puis on peut se mettre à poser des questions aux parents sur comment ça marche, etc. Ce projet, qui était une expérimentation, c'est devenu en fait ensuite un objet édité, avec une campagne de financement participatif, etc. Et donc le premier numéro qui contient 6 jouets à monter. C'est que des jouets qui produisent du son, avec la détection de vent de nouveau, le gyroscope, l'interrupteur d'inclinaison, etc. Et avec tous les petits éléments à mettre qui sont à l'intérieur du cahier. C'était assez compliqué, ça a pris quand même énormément de temps. En fait, on a un peu changé de casquette, là on est devenu fabricant, parce qu'en fait, ce genre d'objet, en fait, c'est compliqué à produire, parce que n'importe quel fabricant, personne ne sait le faire. On allait voir les fabricants, mais ils nous disaient, on n'a jamais imprimé l'électronique sur papier, on n'a pas fait un cahier, c'est pas possible, etc. Et en fait, on s'en est sorti en réunissant vraiment 2 industries qui sont différentes, c'est-à-dire l'industrie de l'impression sur papier et l'industrie de l'impression d'électronique qui normalement imprime sur du plastique, quoi. Et il se trouve que les 2 usines étaient à 3/4 d'heure, c'était jamais parlé.
Mais bon, ils ont fait du coup, se sont découverts, ils ont fait le projet à ce moment-là ensemble, quoi. Et on travaille actuellement sur le 2e volume de la collection, mais en fait maintenant il est à la fin de la présentation, donc je pourrais vous montrer. Bon, nos projets souvent ils ont l'air simples. Ça c'est un truc, un peu un piège, c'est qu'on a l'impression que c'est hyper facile et que, en fait, c'est une quantité d'expérimentation et de tests. Enfin, ça c'est vraiment un truc qui peut vous être utile. Il faut persévérer. Enfin, on passe énormément de temps à rendre le truc le plus simple possible, mais si on abandonnerait au premier échec, on n'y arriverait pas, quoi. Là, on a fait une quantité de... Chaque truc a été testé. Rien qu'à assembler, sans électronique, une languette dans une autre languette, on a fait, je sais pas, 30 versions différentes de découpe pour que le truc il se rentre et qu'il se déchire pas, quoi. Et tout ça pour qu'à la fin, le truc il ait l'air hyper simple et que ça marche bien, quoi. Est-ce que je vous montre ce projet-là? Un peu long. Donc des fois, on s'intéresse à des phénomènes qui sont techniques ou scientifiques. En tout cas, c'est toujours des choses qui sont un peu présentes dans le quotidien et qui sont plus ou moins invisibles. Le projet suivant, c'est une commande en fait, d'un laboratoire du CNRS qui souhaitait une installation capable en fait, d'expliquer les recherches de leur labo. Et notamment, il y avait un des chercheurs qui travaillait sur la super hydrophobicité. Alors la super hydrophobicité, c'est aussi ce qu'on appelle l'effet lotus. Vous voyez un peu ce dont je parle, c'est une goutte qu'on met sur une feuille et en fait ça va perler comme une petite bille, quoi. Et en fait ce labo, il commençait à trouver des techniques pour reproduire industriellement ce phénomène. Donc, par exemple sur des pare-brises de voitures pour pas que Mais en fait, il y a un savoir-faire technique assez précis. Et en fait, il y a un truc à l'échelle microscopique qu'on ne voit pas. Et ils avaient du mal à l'expliquer, à trouver des manières d'engager ça. Et ils voulaient un truc pour leur fête de la science, en fait, où ils allaient... Parce qu'eux, ils arrivent à la fête de la science avec des posters. Et ils voulaient un truc un peu pour engager les gens et leur expliquer un peu leur découverte. Et donc, on a créé un jeu pour jouer avec des gouttelettes d'eau qui sont faits c'est des blocs de plâtre recouverts de ce polymère super hydrophobe, quoi. C'est coloré, mais c'est que de l'eau, hein. C'est l'eau colorée juste pour pouvoir voir les gouttelettes. Sauf celle-là, là où l'eau orange, elle est mélangée avec un peu de farine pour être un peu plus visqueuse, un peu plus lente, quoi. Et c'est un projet qu'on a fait en collaboration avec Juliette Gelli, qui est aussi diplômée de l'ENSI il y a 5 ans. Donc, là encore, le design des formes, il est sous contrainte, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on design les formes pour leurs caractéristiques visuelles, avec cette histoire de mini-architecture, de colonnes, etc. Mais en même temps, il fallait que ça soit intéressant dans l'effet que ça allait produire, de quelle courbe on allait donner à la gouttelette et ce que ça allait produire dans l'animation, quoi. Et on aime bien ce projet parce que c'est presque un vidéoclip, le truc à la fin, c'est assez contemplatif. Et on le montre dans ce projet, il est exposé dans des musées de type FRAC, quoi, dans des musées d'art contemporain. Et en même temps, ils ont un proto qui s'en servent dans les fêtes de la science, fêtes hyper populaires, où ils vont s'en servir vraiment, quoi. Les enfants vont venir jouer, et puis ensuite vont dire « Ah, mais comment ça marche ?» Et en fait, ce truc de comment ça marche, ils sont hyper contents, les chercheurs, parce que c'est là. Après, la personne qui pose la question, elle a vraiment envie de savoir, quoi. Ils ne sont pas en train de dire « Attends, je vais vous expliquer comment marche la super hydrophobicité. » Donc encore une fois, c'est pas un objet qui apporte des réponses, c'est le crochet, quoi, pour attraper l'attention, quoi.
Le projet suivant, ça a été commandé par le musée des arts décoratifs de Bordeaux lors d'une exposition qu'on faisait qui porte sur le code. Alors c'était un peu ambitieux, genre, je ne sais pas si on a bien réussi, mais il y a vraiment cette idée de s'attaquer au code, quoi, de se dire mais le code informatique c'est quand même un truc qui est vraiment invisible, qui est complexe, qui est partout, et comment on fait pour donner envie un peu de s'y intéresser et de le donner un peu à manipuler. Alors on a trouvé un peu une feinte, on ne parle pas vraiment de code digital entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de code décimal ou binaire, on parle pas de code de programmation, on parle de code de caractère. On parle de code pour encoder un message, donc comme le code Morse. Ou le code qu'on voit au milieu, qui est un système de télégraphe, en fait, où on envoie un message. C'est un télégraphe qui existait. Bon, bref. On envoie un message en encodant des formes. Enfin, c'est assez évident, je pense que l'image parle d'elle-même. Et on ne voulait pas encoder un message, nous, on voulait imaginer un système de code pour encoder une forme. On avait créé tout ce truc où chaque bloc était associé à une couleur, et en suivant une liste de couleurs, on pouvait découvrir un chemin, en fait. C'est-à-dire que les couleurs en bas, se dire, bon, si on prend cette liste, hop, on peut découvrir une forme. Donc ce système d'encodage, en fait, nous, il s'incarnait dans un jeu de construction de billes à échelle humaine, c'est du carton sérigraphié. Et tous les blocs de couleurs étaient d'un côté de la pièce, et en fait de l'autre côté il y avait ces codes qu'il fallait déchiffrer, quoi. Les gens voulaient envoyer cette liste et de dire quelle forme est cachée derrière cette liste de couleurs. Bon, faut pas se leurrer, hein, dans la réalité il y avait je dirais 5 ou 10% des gens qui essayaient vraiment de décoder le truc, et les autres qui simplement jouaient avec le jeu de construction et avec les billes. Mais il y avait un truc assez intéressant qu'on a mis en place, c'est que quand les enfants avaient construit une de leurs formes, par exemple, le médiateur leur demandait mais comment tu fais maintenant pour la garder, pour la sauvegarder? Et donc ils avaient une espèce de feuille de papier où ils pouvaient noter leur code couleur, et on leur expliquait que c'est grosso modo le même principe de quand dans Paint tu fais fichier enregistré sous, tu écris chaque pixel. Donc là ils enregistraient leur code, ils avaient vraiment le sentiment d'avoir enregistré comme un ordinateur le ferait, leur création, qui peut être reproduite par la personne suivante, quoi. Et l'ambiance, on n'a pas fait de bonne vidéo de ce projet, mais c'est un truc. Quelle heure on a commencé? Non, j'ai 2 projets, mais est-ce que je monte celui-là ou celui-là? J'ai passé 2 minutes à hésiter plutôt. Allez, je monte le dernier. Comme ça. On peut voter. Non, je monte papier machine numéro 2, mais qui est vraiment qui est en cours de développement, où là on travaille en fait sur le... C'est toujours cette histoire de cahier qui va contenir des objets, mais ce coup-ci c'est vraiment des petites machines qui fonctionnent sans électricité, en fait qui sont alimentées par du sable. L'idée c'est de travailler un peu sur le système d'énergie et de batterie. C'est sur le sable. À la fois c'est sur le sable et sur les mécanismes optiques et mécaniques de mise en mouvement. Donc chaque objet a 2 faces, on regarde simplement ce qui se passe, et quand on retourne on peut comprendre. La vidéo est aussi en cours, c'est une vidéo temporaire. Il y a presque un aspect programmé, et en fait c'est que derrière il y a un système de programmation, un système de bascule.
voilà. Je ne vais pas conclure parce qu'on n'a pas le temps. On va laisser la place aux questions plutôt. Merci. Merci beaucoup, Raphaël. C'est toujours une joie que de voir les projets que vous faites. Moi, ça me fait penser à ce que je disais ce matin sur en fait, l'intérêt de regarder la matière. Parce que justement, on dit souvent le numérique, l'électronique. Enfin, ce que tu disais, on a une vision assez dématérialisée. Et finalement, si on s'y colle et qu'on change d'échelle ou qu'on change de regard, on arrive à voir que en fait, tout ça, c'est très concret, très physique, très matériel, que ça occupe beaucoup de place et que ça peut, comme tu le disais, avoir une odeur, une couleur, une texture. Et finalement, c'est quand je disais ce matin avec Bachelard que le travail du designer, c'est de faire des regards de braise et de faire du feu avec de l'amour. Pour moi, il y a un peu de ça. C'est-à-dire comment on vient qualifier la matérialité avec des qualités justement qui viennent des interactions, enfin tout le travail que tu as présenté là. Alors maintenant, c'est à vous de prendre la parole et de poser des questions à Raphaël. Moi, je me posais des questions vis-à-vis il a bien fallu apprendre à coder à un moment. Et est-ce que vous aviez des ressources en particulier que vous avez utilisées, ou est-ce que c'était vraiment vous avez appris sur le tas Alors, moi, je trouve que c'est toujours compliqué d'apprendre des choses sans. Moi, j'ai appris sur le projet en fait. J'ai commencé l'électronique avec Noisy Jelly. J'ai pas eu de cours avant et j'avais pas de cours spécifiques. Pour la petite histoire, d'ailleurs, c'était un projet que j'ai fait à l'ENSI en semestre chez François Zambourg. Donc, vous voyez, François Zambourg, ce qu'il fait, son travail, c'est pas du tout de l'électronique, pas du tout du numérique. Le sujet s'appelait Contour flou et on faisait un peu ce qu'on voulait. Et donc moi j'ai appris à ce moment-là en fait, mais parce que j'en avais vraiment besoin en fait. C'est-à-dire que vous avez vu le parcours du. J'ai commencé par prendre un voltmètre et à voir que l'eau, elle avait un, non même pas, oui, à voir que l'eau, elle avait une conductivité. Enfin, j'ai mis le voltmètre dans l'eau et j'ai vu que le courant passait quoi. Ça a vraiment commencé comme ça et après j'ai pris Arduino et j'ai pris le premier exemple de base. C'est même le fichier est déjà là qui fait du son quand on change la résistance. J'ai même pas codé le truc quoi. J'ai suivi le premier tuto et j'ai commencé à jouer avec l'eau. Et ça marchait. Mais à ce moment-là, je savais encore rien faire, quoi. Et en fait, c'est par les besoins du projet que j'allais chercher les ressources. Et ça, c'est vraiment le genre de truc. Tout ce qui est la programmation du code de l'électronique, les ressources, elles sont vraiment très bien partagées. Et déjà à mon époque, c'était pas le cas il y a 20 ans. Je pense faire ce genre de projet en électronique il y a 20 ans, c'était compliqué. Aujourd'hui, il y a forcément des gens qui ont mis des briques quelque part, quoi. Ou alors, il faut. Parce qu'il y avait des gens, l'ENSI, qui pouvaient nous aider. Mais voilà, en tout cas, moi, je crois vraiment à cette idée d'aller chercher l'information pour le projet. J'ai jamais appris les trucs en avance. Arduino, mais il y a d'autres Oui. choses. Mais Arduino, c'est assez simple d'accès C'est assez quand simple, tu t'y oui. colles. Et puis, et c'est pour le coup, c'est facile à trouver. C'est très facile et puis c'est très amusant. En fait, assez vite. C'est ça où je pense qu'il y a 20 ans, pour faire ce genre de projet, c'était impossible. Là, n'importe qui a les capacités de le faire. Il n'y a pas de. Oui, et puis en plus, ce qui est fascinant avec les communautés type Arduino, c'est qu'à la question que tu te poses, quelqu'un a souvent déjà répondu. Et donc, Oui, tu c'est sûr. du coup, tu trouves le code, tu trouves le dispositif, les branchements, voilà. Donc c'est. Est-ce que vous avez un conseil pour du coup nous qui sommes étudiants encore en design et en architecture, donc plus pour le coup en côté design, un conseil pour réussir à laisser parler notre créativité mais en même temps avoir une approche technique. Est-ce que vous avez un procédé qui fait que chaque fois c'est hyper concret ce que vous faites et on arrive à un résultat personnellement j'adore, mais c'est à la fois épuré et en même temps technique sur le fond. Pour arriver à cette association, est-ce que vous avez des conseils pour ne pas se perdre dans le procédé, oublier le début, tout ça quoi? Ouais, c'est une question assez
enfin, si je comprends, c'est le rapport entre à la fois avoir une créativité, laisser libre à une certaine recherche créative et en même temps avoir des contraintes techniques qu'il faut développer et avancer. Alors on est deux, mais je ne crois pas à cette idée que je serai le technicien, enfin, ou en tout cas la partie technique et Marion la partie créative, ce qui n'est vraiment pas le cas. Je maîtrise un peu plus l'électronique, et je pense que c'est une très bonne question. Non, je pas vraiment. En analysant un peu en fait, c'est des moments. Il faut bien savoir ce qu'on teste. En fait, il faut bien identifier les moments. C'est-à-dire qu'au cours d'un projet, il y a vraiment des moments où on sait que on réfléchit sans contrainte entre guillemets. C'est-à-dire on fait du croquis et on se dit alors on a toujours un peu derrière le faut que ce soit possible. Ou même on expérimente des choses, mais vraiment librement. Et il y a quand même un moment dans le projet où il y a une partie de ce qu'on appelle du développement technique. Alors on continue à dessiner le projet quand on fait le développement technique parce qu'on se rend compte que quelque chose peut pas être si petit, peut pas être plus grand. Mais il y a une deuxième partie où on sait que là, il faut faire que le truc il va fonctionner. Et c'est le principal, quoi. Je pense que c'est de vraiment bien d'identifier le type de choses qu'on cherche. Ma réponse, elle n'est pas très claire, et après, et en même temps, je pense que ce qui fait notre pratique, c'est qu'on fait les deux. C'est-à-dire on n'est pas en train d'imaginer les choses de notre côté, et puis ensuite, c'est quelqu'un d'autre qui va faire le développement technique. Ce qui fait que même si c'est des moments différents, on fait toujours un peu des allers-retours entre les deux, où on peut revenir à une exploration formelle, parce qu'on se rend compte que le truc technique qu'on voulait faire, il n'est pas possible, mais qu'en le faisant, ça a donné quelque chose d'autre qui est presque aussi intéressant que ce qu'on voulait faire au début. C'est assez lié, ouais. Enfin, là, on explique le cœur du processus de création. Après, tu disais que quand même, il y a d'abord l'expérimentation et le processus itératif. Quoi. Pour faire une languette, t'en fais 30, 40, qui permet aussi je pense, techniquement d'avancer. Et puis après, il y a quand même le regard que vous avez sur les choses, qui amène justement des questions et des contextes qui ensuite se matérialisent. Quoi. Enfin, je regarde, je dis ça extérieurement. Oui, mais c'est vraiment des allers-retours. Alors la première partie qui est d'expérimentation des comment on trouve même les idées, elle est assez complexe à analyser, mais je pense que c'est vraiment on expérimente déjà à ce moment-là. On fait des implémentations sur des tout petits trucs. Enfin, des fois, ça peut être un bout de papier qui tombe et on fait mais en fait, il y a un truc. Enfin, les projets sur le sable, ça a commencé comme ça. Hein. Je pense que ça a commencé, on avait un seau à la plage et il y avait un petit trou et on a fait, mais en fait, c'est vachement intéressant ce flux de sable. Ça a commencé vraiment comme ça. Et on a essayé des petites maquettes et il y a vraiment une partie de recherche qui est assez libre. Je pense que ce qui est important dans ces moments-là, enfin nous, c'est d'arriver à être capable de prendre du recul, c'est-à-dire de se dire attends, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui est intéressant. Et ça nous arrivait assez souvent de se lancer dans des trucs, d'être persuadé que ce truc-là était hyper fascinant. Et on se prend la tête sur les développements machin, alors que le truc qui était hyper simple, qu'on trouvait qui était un peu moyen parce qu'on était dedans, en fait, en prenant du recul ou en ayant quelqu'un qui passe à l'atelier, on se rendait compte que ce truc-là était hyper fascinant. En fait, il y a vraiment un moment où il faut vraiment chercher, et puis il faut se dire, de reculer et analyser, regarder qu'est-ce qu'on a fait. Et c'est vraiment ce truc de savoir qu'est-ce qui en fait, qu'est-ce qui va marcher en le développant un peu plus, quoi. Qu'est-ce qui va marcher, pas techniquement, mais qu'est-ce qui va être intéressant à la fin à développer, quoi. Et ça, après, ça aide à ce moment-là un peu d'avoir des. Alors nous, on a la chance d'être deux là-dedans. Mais aussi d'avoir quelqu'un qui passe et qui regarde un truc et qui fait mais en fait parce que des fois le truc que tu as devant les yeux depuis tout le temps tu vois pas que c'est ça qui est intéressant, que c'est pas le truc sur lequel tu te prends la tête à côté, quoi. Moi j'ai deux remarques, questions. Il y a justement sur le fait que vous soyez deux, c'est-à-dire la dimension j'imagine collaborative un peu de vos travaux, et puis en plus voilà, tu as cité d'autres noms. Quelle place, finalement, est-ce que tu as déjà fait un projet tout seul, d'une certaine manière, et qu'est-ce que ça apporte au projet d'être plusieurs? Et mon autre question, qui est un peu un rebond sur la vôtre, c'est la question de la documentation du projet. Et de la documentation, justement, des petites choses que tu trouves remarquables. Moi, je regarde souvent le compte de Jean Simon sur Instagram, et
Des fois, c'est juste voilà, une ombre qui passe sur un mur, une feuille qui tourne. Voilà, ou, je sais pas, vous avez déjà tous dû voir la vidéo du sac en plastique qui se met à s'envoler, machin. Et c'est en fait comment on documente les choses qu'on va essayer après de mettre en œuvre, par exemple comme ça. Donc la deuxième question, je commençais par celle-là, elle est plus facile. C'est le téléphone portable. Hein. Ça, c'est quand même le fait de pouvoir faire des vidéos. C'est vrai que dès qu'il y a un truc, on le filme. Alors, on le poste pas sur Instagram. Mais ça, Jean-Simon, c'est un bon copain. Hein, mais lui, il a vraiment une pratique où il communique avec son outil de recherche, en fait. Hein. Nous, voilà, on filme et on a des dossiers. En fait où on s'envoie toutes les vidéos et des fois on sait pas ce que c'est, puis des fois on se replonge dedans, quoi. Mais la documentation, elle marche comme ça. Et souvent, ce qui se passe, en fait, d'ailleurs, c'est qu'on est en train de travailler sur le développement d'un projet. Donc, on est à fond pour. Et là, il y a un petit truc qui se passe. On sait que c'est pas utile pour ce projet-là, mais on se dit, tac, on le filme et on sait que ça va être utile pour d'autres projets plus tard. On se dit, ah, ça, un jour, il faudra le développer. Ça, c'est vraiment. Et c'est même pas que pour la documentation, c'est pour tout ce qui est pistes, d'idées, de sujets, etc. Je pense qu'on aurait du mal si on était sur une feuille blanche, si on n'avait pas tout le passé de stock d'idées qu'on a. En fait, on est toujours, si on est face à un sujet et qu'on n'a pas d'idées, je pense que nous, on peut vraiment bloquer. Ce qui nous sauve, c'est qu'on a toujours un peu des tiroirs. Des tiroirs, ça peut être des dossiers. Du coup, vous les classez Ouais, on les classe. Alors, on a plein de méthodes différentes, mais moi, je me suis fait des outils qui sont vraiment des outils assez de start-up, là, Trello. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Machin, où j'avais des colonnes de sujets potentiels, que j'envoyais des mails et tout. Enfin, j'ai plein de techniques différentes. Maintenant, on a des Miro, qui est un autre, où on balance toutes les idées. Mais bon, Marion, elle bosse plus sur le cahier. On a des classeurs entiers de petites fiches, machin. Parce qu'en fait, sur chacun des projets, on en génère plein qu'on n'a pas le temps de faire, en fait. Mais le jour où on a une commande, on sait que c'est « Ah, mais tu te rappelles, on avait envie de faire ça, et ça, on peut le reprendre. » Donc, c'est documentation plus des idées que de ce qu'on observe. Et sur le fait de travailler à deux, ce qui est marrant, c'est que je pense pas que ça nous permette d'aller. Alors en développement, la partie on sait ce qu'on veut, machin, c'est sûr qu'on va plus vite mais sur la partie du dessin et sur la partie des idées aussi, parce que c'est quand même assez facile de rebondir. Enfin, c'est chacun travaille comme il. Enfin, ça dépend de chacun, quoi. Mais nous, en tout cas, le fait d'être deux, on rebondit. Mais par contre, pour dessiner les choses, je pense qu'on est plus long. Parce qu'on n'est pas forcément d'accord et qu'en fait on ne travaille pas vraiment à deux, c'est jamais possible de travailler à deux, c'est vraiment des allers-retours, mais même quand on travaille sur l'ordi, si on a un fichier Illustrator, il va faire 15 allers-retours et je vais le reprendre, Marion va le reprendre et partir dans une autre direction, et moi je pars dans une autre direction, on est d'ailleurs en général pas d'accord à ce moment-là, mais ce qui est intéressant c'est qu'à la fin, quand on voit le résultat final, on est quand même toujours assez d'accord pour dire que c'était mieux que ce que l'un avait fait à un moment ou ce que l'autre avait fait à un moment. Donc je pense que ça nous permet d'aller un peu plus loin, d'être un peu plus exigeant. Mais par contre, je pense qu'on était tout seul, on irait plus vite. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non. Bon, merci beaucoup Raphaël. Je ne sais pas si tu as un mot de conclusion, un truc que tu fais bientôt et qu'on pourrait aller voir. C'est à Turin. On va parler à René Jacques alors, pour qu'il nous emmène à Turin. Ouais, c'est la semaine prochaine. À Milan en décembre. Non, il n'y a rien de directement accessible en métro. Si. Non, mais alors pas tout de suite, mais en janvier, avec Jean-Simon et Baptiste Méniel. Je ne sais pas si vous voyez quelqu'un qui fait du verre et des dessins. Enfin bon, c'est une exposition qui s'appelle Pirouette, qu'on a déjà fait à Marseille, à Photokino, et qu'on fait à Amiens. Et Amiens, c'est à 45 minutes de Gare du Nord, si je ne me trompe pas, ou 1 heure peut-être. Et là, c'est une exposition où on montre justement, on expose à la fois. Alors, on expose tous nos projets complètement mélangés, qui est un peu une espèce de jeu. Et ça, je vous invite vraiment à y aller. Ça ouvre, je pense, le 20 janvier, et puis ça va durer pendant 3 mois. C'est au FRAC Picardie, à Amiens. Et on expose un peu le processus de recherche. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des références de choses. Enfin, c'est un joyeux bordel, mais comme le processus de recherche. Donc vous avez noté 20 janvier, FRAC Picardie, Amiens, Raphaël Pluvinage, Marion Pinafo, Jean-Simon Roch, Baptiste Méniel. Voilà, c'est la prochaine fois qu'on te verra alors. Exactement. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir.